Bonsoir, et bienvenue pour une longue soirée d'histoire. Ce soir, plusieurs histoires vous attendent, les unes après les autres. Vous n'êtes pas obligé de rester éveillé jusqu'au bout, c'est même tout le contraire. Installez-vous confortablement, baissez la lumière, et laissez les histoires vous porter, aussi loin que vous irez. Première histoire. Le train de nuit vers le sud. Le train s'ébranle à 23h10, exactement à l'heure. Vous êtes assis côté fenêtre, dans une petite cabine aux lumières tamisées, et la gare commence à glisser lentement derrière la vitre, les quais luisants de pluie, les panneaux oranges qui défilent, les derniers réverbères de la ville. Vous n'avez rien à faire. C'est peut-être ça, le plus beau des voyages de nuit. Pendant les 8 prochaines heures, personne ne vous attend, rien ne dépend de vous. Le train avance pour vous. Vous pouvez tout poser. La banquette est étroite mais bonne. La couverture, un peu rêche, sent le propre. Sur la petite tablette, il y a votre livre, que vous n'ouvrirez probablement pas, et une bouteille d'eau qui tremble doucement au rythme des rails. Tadam, tadam, tadam. Le roulement du train trouve sa cadence, régulière comme un cœur tranquille. Les immeubles ont laissé place aux zones calmes des banlieues endormies, puis aux champs, qu'on devine à peine, grandes étendues sombres sous un ciel chargé. La pluie s'est mise à strier la vitre en diagonale. Chaque goutte trace son petit chemin lumineux quand passe un lampadaire isolé, quelque part au bord d'une route de campagne. Vous suivez une goutte des yeux, elle hésite, rejoint une autre, elles glissent ensemble jusqu'au bas de la vitre. Le contrôleur passe dans le couloir, à pas feutrés. Il vérifie quelque chose, referme une porte avec précaution, s'éloigne. Les bruits du train sont devenus familiers maintenant. Le roulement grave des roues, le petit cliquetis d'un cintre dans la penderie, le souffle discret de la ventilation. C'est une maison qui roule, et tout le monde y dort déjà, ou presque. Vous pensez à la journée de demain, une seconde, et vous laissez tomber. Demain est loin, de l'autre côté de la nuit. Entre ici et là-bas, il y a des centaines de kilomètres de voies, des gares désertes traversées au ralenti, des passages à niveau qui clignotent pour personne. Tout un pays endormi que vous traverserez sans le voir, bercé, à l'abri. Le train ralentit doucement, une gare de province, quai vide, horloge jaune sous la pluie. Il ne s'arrête même pas tout à fait. Une secousse tendre, et il repart. Tadam, tadam. La vitesse revient par paliers, comme une vague qui reprend son souffle. Vous éteignez la petite lampe au-dessus de la banquette. La cabine devient bleue, éclairée seulement par les lueurs qui passent. Vous vous allongez pour de bon, la couverture remontée jusqu'au menton. Le tissu de l'oreiller est frais contre la joue. Dehors, la pluie continue son travail patient. Le train file vers le sud, là où demain matin il y aura, dit-on, du soleil sur des collines pâles, du café servi dans des verres épais, et l'odeur des pains après la pluie. Mais ça, c'est pour demain. Cette nuit, il n'y a que le roulement, Adam, tadam. Les gouttes qui glissent, et vous, quelque part au milieu d'un pays qui dort, parfaitement à votre place, dans un lit qui avance tout seul vers le matin. Vos pensées commencent à se mélanger doucement, comme toujours juste avant le sommeil, des images de quais, de collines, de gouttes de pluie, rien d'important, rien d'urgent. Le train veille. Le contrôleur veille. Vous pouvez dormir, maintenant. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêt, voici la suite. Deuxième histoire. La librairie sous la pluie. La cloche de la porte tinte quand vous poussez le battant, et la rue mouillée reste dehors. Vous êtes à l'abri. Ça sent le papier ancien, le bois ciré, et très légèrement le café. Le libraire garde toujours une cafetière quelque part entre deux piles de livres. Dehors, l'averse s'est installée pour durer. On l'entend contre la vitrine, un crépitement fin et régulier, avec de temps en temps le passant pressé qui traverse la rue en tenant son journal au-dessus de sa tête. Dedans, rien ne presse. Une lampe verte sur le comptoir. Un vieux parquet qui annonce chacun de vos pas d'un craquement aimable. Le libraire lève à peine les yeux de son livre. Un petit signe de tête, un demi-sourire, le code des habitués. Faites comme chez vous. Il tourne une page. Le chat de la maison, roux et volumineux, dort sur une pile d'invendus, en parfaite conscience de sa propre importance. Vous avancez entre les rayonnages. Les étagères montent jusqu'au plafond,
avec cette petite échelle qui coulisse sur son rail de cuivre. Des milliers de livres, des tranches usées, des dorures passées, des titres que vous connaissez, d'autres jamais vus. Chacun attend, sans impatience. C'est peut-être la chose la plus reposante des librairies, rien n'y réclame votre attention. Tout y est simplement disponible, comme des trains qu'on n'est pas obligé de prendre. Vous passez un doigt le long d'une étagère de romans. Vous tirez un volume au hasard, pour le poids agréable dans la main, pour le bruit doux des pages feuilletées près de l'oreille. Quelqu'un a laissé, entre deux chapitres, un ticket de tramway de 1987. Vous le remettez à sa place, marque-page d'un lecteur d'il y a longtemps, qui n'a peut-être jamais fini son livre. Au fond de la boutique, il y a le fauteuil. Cuir fatigué, à coudoir poli par des années de coude. Au-dessus, une petite fenêtre haute laisse voir un rectangle de ciel gris, où la pluie passe en rideau fin. Vous vous installez. Le fauteuil vous accueille avec un soupir de vieux cuir, et vous trouvez immédiatement la bonne position, celle qu'on ne trouve d'habitude qu'au bout d'une heure. Vous ouvrez le livre choisi, quelque part au milieu. Vous lisez 3 phrases, elles sont belles, et vos yeux glissent déjà, plus intéressés par le rythme que par le sens. Le crépitement de la pluie, une page qui tourne au comptoir, très loin, le ronronnement du chat, qui a migré sans bruit jusqu'au bras de votre fauteuil. L'horloge de la boutique fait son petit travail de tic-tac, sans conviction, comme si elle savait que l'heure ici n'a jamais eu beaucoup d'importance. Personne ne viendra vous demander quoi que ce soit. La pluie garantit une paix durable. Personne ne sort, personne n'entre. La cloche de la porte s'est tue pour l'après-midi. Vous pensez confusément qu'il faudrait acheter ce livre, que le libraire ne dirait rien si vous restiez jusqu'à la fermeture, qu'il existe pire endroit au monde que ce fauteuil. Le chat s'est carrément installé sur vos genoux maintenant, rond et chaud comme une bouillotte qui vibre. Le livre penche doucement dans votre main. Les mots de la page se mélangent, deviennent un murmure d'encre. La pluie continue son long récit contre la vitrine, une histoire sans intrigue et sans fin, exactement celle qu'il vous fallait. Le libraire, en passant, reprendra doucement le livre avant qu'il ne glisse, éteindra la lampe du fond, et vous laissera là, dit-on, jusqu'à la fin de l'averse. Dans cette librairie-là, on a le droit. Dormez, vous êtes au meilleur endroit du monde, un jour de pluie. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêt, voici la suite. 3e histoire, le refuge dans la neige. La dernière heure de marche s'est faite dans la lumière bleue du soir, quand la neige devient phosphorescente et que chaque pas fait ce bruit précis, compact, crunch, crunch, qui dit que le froid est sérieux. Et puis, au détour du sentier, vous l'avez vu, la petite fenêtre allumée du refuge, orange dans tout ce bleu. Maintenant, la porte est refermée derrière vous. Le froid est resté dehors, vexé. Vous avez ôté les chaussures lourdes, suspendu la veste qui goutte, enfilé les grosses chaussettes sèches gardées précieusement au fond du sac et ce simple geste, des chaussettes sèches après une journée de marche, vaut tous les luxes du monde. Le refuge est petit. Une pièce unique, des murs de mélèze qui ont bruni au fil des hivers, 4 couchettes, une table massive marquée de ronds de tasse anciennes. Et surtout, le poêle. Un gros poêle de fonte noire, patient comme une bête domestique, qui tire tranquillement sur ses bûches en faisant vibrer l'air au-dessus de lui. Vous avez mangé simple, la soupe chauffée dessus, le pain un peu écrasé du fond du sac, un carré de chocolat. Les jambes sont lourdes de cette fatigue magnifique qu'on ne gagne qu'en montant longtemps. Pas la fatigue nerveuse des écrans et des embouteillages, non, ô l'autre. La bonne. Celle qui rend le sommeil inévitable. Dehors, la neige a repris. On la voit passer dans le halo de la fenêtre, en flocons gros et lents, de ceux qui tombent tout droit, sans vent, sérieux dans leur travail. Ils s'ajoutent aux autres sur le rebord, millimètre par millimètre. La montagne entière est en train de se faire border. Vous vous êtes hissé dans la couchette du haut, sous 2 couvertures de laine et votre duvet. C'est un nid étroit et parfait. Le plafond de bois est à 1 mètre de votre visage, avec ses nœuds et ses veines que la lampe frontale éclaire une dernière fois. Puis clic. Nuit. Restent les sons. Le poêle, qui travaille en heures supplémentaires. Petit craquement de braise, tic métallique de la fonte qui respire. Le silence énorme de la neige, autour pas une voiture, pas un voisin, pas un fil électrique. Juste,
Parfois, le pouf feutré d'un paquet de neige qui glisse d'une branche, quelque part dans la forêt. Vous pensez au chemin de demain, qui redescend dans la vallée, aux traces toutes neuves que vous ferez dans la poudreuse du matin, au café que vous prendrez au village, en bas, avec les mains autour du bol. Mais tout ça est encore loin, de l'autre côté d'une longue, longue nuit de montagne. Ici, il n'y a plus rien à décider. La montagne monte la garde. Le poêle tiendra jusqu'au matin, vous avez remis 2 bûches, il a dit merci en craquant. La neige tombe pour vous isoler du monde entier, flocon par flocon, comme on épaissit un mur de silence. Votre respiration a pris le rythme lent des dormeurs. Les jambes s'alourdissent dans la chaleur du duvet, les épaules lâchent, même les pensées mettent leurs chaussettes de laine. Quelque part très loin, il y a des villes, des notifications, des choses urgentes. Elles attendront. Cette nuit, vous êtes un point chaud et minuscule au milieu des montagnes blanches, gardé par un poil de fonte et 2 mètres de neige. Dormez, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et c'est parfait. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêt, voici la suite. 4e histoire. La péniche au fil de l'eau. La péniche s'appelle l'Alouette, et elle n'est plus pressée depuis longtemps. Elle a passé sa jeunesse à transporter du charbon entre les éclus du Nord, et elle coule maintenant une retraite paisible, amarrée sous 2 grands saules, dans un coude du canal où l'eau est verte et lente. C'est là que vous passez la nuit. La cabine sent le bois verni et la corde propre. Un lit en alcôve, encastré contre la coque, avec un hublot rond juste au-dessus de l'oreiller, votre morceau de ciel personnel, format assiette, où passent en ce moment 2 étoiles et la pointe d'une branche de saule. L'eau, elle, n'arrête jamais tout à fait de parler. Mais elle parle bas. Clap, 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 contre la coque d'acier, à quelques centimètres de votre oreille, de l'autre côté du métal épais. C'est le bruit le plus vieux du monde, celui de l'eau qui touche quelque chose et qui s'en va. Aucune vague ne ressemble à la précédente, et pourtant toutes disent la même chose. Tout va bien, tout va bien. La péniche bouge. À peine. 1 centimètre par-ci, 1 centimètre par-là, au bout de ces amarres détendues. Ce n'est pas du tangage, c'est une respiration. Le corps lassant sans la comprendre, et il aime ça immédiatement, on croit que c'est le bateau qui berce, mais c'est plus ancien. C'est le souvenir d'avoir été porté. Tout à l'heure, avant la nuit, vous avez bu quelque chose de chaud sur le pont, assis sur le banc de bois, à regarder le canal s'éteindre. Un héron est passé en vol bas, sans un bruit, comme une idée grise. Une écluse a lâché son eau très loin en amont, un grondement doux qui a mis 10 minutes à vous parvenir en une seule ride lente. Puis les grillons ont pris leur service dans les berges, et les saules se sont mis à bruisser chaque fois qu'un souffle d'air se souvenait d'eux. Maintenant, la lampe à pétrole est soufflée, l'électricité existe à bord, mais certains soirs méritent mieux. L'obscurité de la cabine est chaude, boisée, avec ce petit reflet d'eau qui danse au plafond, projeté par le hublot, des vaguelettes de lumière pâle qui ondulent doucement, le film le plus lent du monde, en projection privée au-dessus de votre lit. Clap, clap, clap. L'alouette tire un peu sur une amarre, la corde grince tendrement contre le taquet, comme une vieille voix qui se racle la gorge, puis se tait. Elle en a entendu d'autres, l'alouette. Des tempêtes sur les grands fleuves, des chargements en pleine nuit, des brouillards à couper au couteau. Une nuit d'été dans un bras mort de canal, pour elle, c'est du velours. Vous pouvez lui confier votre sommeil les yeux fermés. Elle a 60 ans de métier. Vos pensées commencent à suivre le courant, elles partent au fil de l'eau, sans rame et sans but, passent sous un pont de pierre, longent des berges pleines de menthes sauvages. Vous ne les retenez pas. Le canal les ramènera au matin, lavé et calme. Le reflet d'eau ondule au plafond, les grillons tiennent la note. La coque respire sous vous, 1 centimètre par-ci, 1 centimètre par-là. Dormez maintenant. Vous êtes amarré pour la nuit, à double tour, dans le coude le plus tranquille du canal le plus lent du monde. Prenez un instant, respirez doucement, et quand vous êtes prêt, voici la suite. 5e histoire. L'observatoire des étoiles. La route en lacet s'est terminée il y a 1 heure, et le sentier ensuite, et voici l'observatoire. Une coupole blanche posée sur la crête comme un œuf d'oiseau géant, à 2000 mètres au-dessus des soucis. Vous avez les clés, le vieux gardien vous les a confiées au village, avec cette phrase mystérieuse.
Là-haut, on ne regarde pas les étoiles. On les écoute. La porte s'ouvre sur une odeur particulière. Métal froid, vieux bois, et ce parfum indéfinissable des lieux où l'on a passé des milliers de nuits à être patient. Au centre, le télescope. Un vieux géant de cuivre et d'acier, datant d'un siècle où l'on fabriquait les instruments comme des bijoux. Il dort, incliné vers une trappe fermée, sous une housse qu'on soulève comme on réveille doucement quelqu'un. Vous tournez la manivelle de la coupole. Un grondement lent, profond, presque sous-marin, et le toit s'ouvre sur une tranche de ciel. Et quel ciel! Ici, pas une lumière de ville à 100 kilomètres. La Voie lactée traverse l'ouverture comme une rivière de poussière blanche, si dense, si présente qu'on comprend soudain pourquoi tous les peuples du monde lui ont donné un nom. Vous approchez l'œil de l'oculaire. D'abord le flou, puis la mise au point, molette par molette, et d'un coup, Saturne. Minuscule et parfaite, avec ses anneaux penchés, posés dans le noir comme une boucle d'oreille perdue par la nuit. C'est toujours un choc, la première fois. Pas une photo, pas un écran, la lumière elle-même, qui a voyagé plus d'une heure pour finir précisément dans votre œil. Vous restez là longtemps. Il n'y a rien à faire d'autre, et c'est exactement le programme. Le télescope suit son étoile avec un tic-tac de mécanisme d'horloge, le mouvement lent qui compense la rotation de la Terre. Car oui, c'est nous qui tournons. Assis sur votre tabouret de bois, immobile, vous êtes en réalité en train de tourner avec toute la montagne, à 1000 km à l'heure, dans le plus parfait silence. Le gardien avait raison. On finit par les écouter, les étoiles. Non pas un son, mais une qualité particulière du silence, un silence avec de la profondeur, comme celui des cathédrales et des forêts anciennes. Le tic-tac de l'horloge du télescope, le vent léger sur la coupole, et derrière, ce grand silence habité qui descend de très loin et de très longtemps. Vous pensez à ce que vous savez, que certaines de ces lumières sont parties avant les pharaons, que le ciel qu'on regarde est un patchwork de passés qui arrivent tous en même temps. Et curieusement, au lieu de donner le vertige, ça apaise. Vos soucis d'aujourd'hui, vus d'ici, retrouvent leur taille réelle, celle d'une poussière aimable, qui sera oubliée bien avant que la lumière de ce soir n'arrive ou que ce soit. Il y a un lit de camp contre le mur de la coupole, les astronomes ont toujours su qu'on ne lutte pas contre le sommeil d'altitude. Vous vous y allongez, la couverture de laine remontée, le trou de la coupole ouvert juste au-dessus. Les étoiles défilent lentement dans l'ouverture, du côté et vers le côté ouest, sans se presser, elles ont l'habitude. Une étoile file, quelque part sur le bord. Vous ne faites même pas de vœux, ou alors un tout petit, que cette nuit dure ce qu'il faut. Le télescope fait tic-tac. La Terre vous tourne doucement sous le dos, comme une mère qui berce sans y penser, depuis 4 milliards et demi d'années, sans jamais avoir raté une nuit. Elle sait faire. Vous pouvez fermer les yeux. Le ciel continue tout seul, c'est même sa grande spécialité. Dormez, quelque part au-dessus de la coupole, tout continue de briller pour personne et pour tout le monde, et demain matin, le soleil, notre étoile à nous, la plus proche, la plus fidèle, se lèvera exactement à l'heure, comme toujours. Voilà. Toutes les histoires de ce soir sont racontées. Si vous entendez encore ces mots, laissez-les être les derniers. Respirez profondément. La nuit est là, calme et douce. Bonne nuit, dormez profondément, et à très bientôt pour d'autres histoires. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.